Moi, je vais vous parler d'habitat participatif ce soir. J'ai choisi de faire un exposé qui n'est pas l'illustration des beaux projets d'architecture qui peuvent être faits dans le cadre de projets d'habitat participatif, mais bien de faire une présentation un peu généraliste de ce qu'est l'habitat participatif et comment ça fonctionne, quelles en sont les étapes. Donc, je vous propose d'essayer de faire un exposé assez concis pour avoir un temps d'échange après si vous avez des questions ou besoin d'éclaircissement. Alors, qu'est-ce que l'habitat participatif? Tout d'abord, quelques repères historiques. Alors, c'est assez sommaire, mais on peut considérer que l'habitat participatif, il existe au moins depuis le Moyen-Âge, avec les béguinages, qui étaient des possibilités d'accueil de femmes seules en Europe du Nord, gérées par des établissements religieux, avec des habitats individuels et regroupés autour d'espaces communs partagés. On connaît les mouvements ouvriers, les dispositifs d'habitat participatif ont émergé au moment de la révolution industrielle, avec les familistères, les phalanstères, qui étaient des systèmes de logement, alors plutôt pour les ouvriers des grands sites de production de la révolution industrielle. Mais qui sont aussi des habitats individuels avec des communs partagés, donc on peut considérer que c'est de l'habitat participatif. Il y a eu des mouvements d'autoconstruction, comme les castors, après la Deuxième Guerre mondiale, dans un moment de difficultés économiques. Là, c'est des citoyens qui se regroupent pour construire ensemble des maisons et font des groupes et se construisent petit à petit leurs maisons respectives. Ça, c'est vraiment un mouvement citoyen qui ne recourt pas à des professionnels. Il y a un assez grand développement de projets groupés autogérés dans les années 70-80 qui correspond à l'ambiance et aux volontés de changement du dispositif de cette période. Donc il y a beaucoup de projets qui ont été construits dans les années 60-70. Là, la petite image, c'est le lavoir du Buisson Saint-Louis dans le 10e à Paris, qui est un très beau projet de Bernard Cohn. C'est pareil, c'est un projet qui est à l'initiative de citoyens qui se regroupent pour créer leur lieu d'habitat avec de l'habitat individuel et des espaces partagés. Le mouvement s'est essoufflé, je pense, dans une période avec une meilleure économie et plus de facilité. Et en fait, il y a une réémergence des dispositifs d'habitat participatif au début des années 2000 avec l'émergence des écoquartiers. Donc, Betzel, Vauban, ça commence à être donc plutôt à l'étranger, plutôt en Allemagne, en Angleterre, mais c'est un moment où l'habitat participatif se remet en place dans ces dynamiques d'écoquartiers. Donc, l'habitat participatif, qu'est-ce que c'est? En fait, avant que le terme habitat participatif soit officialisé par la loi Allure en 2014 et défini par la loi Allure, on parlait d'habitat groupé, habitat partagé, habitat autogéré, écolieu, éco-hameau, éco-quartier. C'est vrai que l'apparition de ce terme dans la loi Allure, ça permet d'avoir un terme qui rassemble un peu tous ces dispositifs. Et surtout, la loi Allure, elle indique bien que c'est une démarche citoyenne, que les personnes qui vont être habitants dans les projets d'habitat participatif vont participer à la définition et à la conception de leur logement et des espaces destinés à un usage commun, qui vont construire ou acquérir un ou plusieurs immeubles pour habiter, et le cas échéant, assurer la gestion ultérieure de ceux ou ces immeubles. Il y a une notion qui est inscrite aussi dans la loi Allure, qui est de favoriser la construction et la mise à disposition de logements et la mise en valeur d'espaces collectifs dans une logique de partage et de solidarité entre habitants. C'est important que ce soit inscrit sous cette forme dans la loi parce que ça implique le partage et les ressorts de la dynamique. Donc pour qui et par qui, les projets d'habitat participatif, ils sont portés de façon historique par des noyaux d'habitants. C'est une émergence, une émanation citoyenne de cette volonté de vivre ensemble sous un modèle un peu alternatif. Donc des noyaux d'habitants d'ores et déjà constitués ou en constitution. Il y a des plateformes, des associations, des sites dédiés où les gens peuvent se manifester, où les groupes peuvent se manifester. Donc
La plateforme principale, c'est Habitat Participatif France, qui est la coordination nationale du mouvement, sur laquelle il y a des cartographies. Alors, leurs cartographies, elles sont comptées avec le mouvement Oasis, qui sont plutôt là sur des écolieux autonomes, qui sont des démarches avec des visées plus environnementales, plus alternatives sur les modes d'habiter, mais ils font quand même projet commun parce que toutes les formes sont intéressantes. Les projets peuvent être portés par des bailleurs sociaux ou des promoteurs qui veulent engager ce genre de démarche, ou par des collectivités territoriales. Dans les zones tendues comme celles dans lesquelles on vit et on exerce, je pense qu'il y a un très fort enjeu et un très fort intérêt à ce que les collectivités et les bailleurs sociaux ils propulsent des projets et qu'ils les portent, parce que la grande difficulté, c'est l'acquisition du foncier. Donc, dans le département, il y a des groupes d'habitants qui sont assez avancés dans leurs projets, mais qui ne trouvent pas de foncier ou qui n'arrivent pas à acheter des biens à restructurer à des tarifs acceptables pour que leur projet avance. Donc, c'est des projets à géométrie variable. L'idée, c'est que ces futurs habitants, ils vont faire un collectif, ils ont le désir de vivre ensemble et ils vont identifier ensemble leur approche collective du projet. Le projet va être contextualisé, les groupes d'habitants vont identifier une raison d'être et créer une charte. La raison d'être, ça va être la philosophie de leur projet, la charte, ça va être les règles du jeu qui se donnent pour fonctionner ensemble. Et ils vont choisir des orientations, donc mixité sociale, mixité générationnelle, les modes de gouvernance qu'ils veulent utiliser pour faire fonctionner leur collectif, les espaces et les services qu'ils vont partager, la porosité de leur projet par rapport à leur quartier, à leur territoire, c'est-à-dire avoir ou pas de porosité par rapport à l'environnement, et la gestion des espaces du plus public au plus privé. C'est pas de l'habitat communautaire, c'est pas, ça pourrait, c'est pas des grandes colocs, c'est juste de graduer d'où on passe du plus privé au plus collectif. Et ça, vraiment, chaque groupe va travailler sur ce sujet. Donc les conditions pour qu'un habitat soit considéré comme participatif, parce que l'avantage de la loi Allure, ça permet de canaliser un peu les prérequis pour qu'on considère qu'un projet est véritablement participatif. Il faut une conception de l'habitat par et pour les habitants. Donc le groupe, le collectif est impliqué dès la conception. Il faut un partage d'espace et d'équipements, ça c'est vraiment le thème des communs. Quels sont les communs que le collectif d'habitants va mettre en place et partager. Et l'autogestion des parties communes et de la vie du lieu, c'est-à-dire que nous, on peut professionnellement parler d'approche en coût global, c'est inhérent au projet d'habitat participatif parce qu'ils font même des choix en cours de projet avec cette approche de la gestion ultérieure de leur lieu de vie. Donc gérer les espaces communs, développer des actions communes. Quand les projets sont en copropriété, les collectifs sont tellement efficaces, ils savent tellement travailler ensemble qu'ils ne prennent pas de syndic, ils sont syndics bénévoles, ils gèrent eux-mêmes leur lieu d'habitation après emménagement. Donc la conception de l'habitat par et pour les habitants, il y a la dimension architecturale, c'est s'engager dans une démarche de co-conception avec les maîtres d'œuvre qui porteront le projet. Il y a une forte dimension de qualité architecturale parce que l'habitant va habiter son immeuble, son logement, donc la demande est assez haute, enfin, les attentes sont assez hautes. Il y a la possibilité de personnaliser son logement suivant ses besoins. Pour prendre un exemple, je veux un 3 pièces mais je ne veux pas de cloison. On peut adapter ça dans les projets d'habitat participatif et prévoir des critères de réversibilité, se dire si un jour je dois partir, il y aura telle et telle action à mettre en place pour retrouver un logement qui soit plus classique par rapport aux formes attendues. Et anticiper les évolutions, les besoins, la réversibilité. Alors des pertes d'autonomie, c'est quelque chose d'assez intéressant pour les seniors parce qu'on peut prévoir des logements en se disant je veux rester longtemps dans mon logement, on anticipe peut-être des évolutions qui pourront être faites sur ce logement pour rester dans son logement avec une perte d'autonomie. Les communs, donc ça c'est un peu une liste d'exemples de communs qui sont partagés dans des projets d'habitat participatif existants. Donc très souvent il y a une salle commune, une salle multifonctionnelle où les habitants vont se réunir, faire leurs réunions. Mais c'est aussi la salle qui permet, quand on a de la famille, un anniversaire ou quoi, aux caisses, de se réunir. Ça permet de pondérer aussi les surfaces des logements individuels.
Les chambres d'amis partagées, c'est très récurrent dans les projets d'habitat participatif. Et du coup, au lieu d'avoir une pièce en plus où on ne fait rien, où on doit payer et financer, il y a des chambres partagées. Les habitants ils mettent en place un planning et ils s'arrangent pour que ça fonctionne. Ça fait des pièces supplémentaires partagées. Très souvent, ils ont des buanderies. C'est un modèle qui existe déjà beaucoup en Europe du Nord. Alors, c'est aussi des espaces extérieurs, des jardins, potagers ou jardins d'agrément. Ça peut être des coopératives d'achat, ça peut être des ateliers de bricolage, la zone pour ranger les vélos. Il y a des groupes, par exemple des groupes seniors qui partagent des véhicules électriques, qui n'ont pas besoin de véhicules au quotidien et qui font le choix de partager des voitures. Voilà, c'est pareil, c'est une gestion un peu comme les chambres d'amis qui se mettent en place. Pendant le premier confinement du Covid, il y a plusieurs groupes qui avaient créé des AMAP en se disant on reste en circuit court, on maintient l'activité des agriculteurs qui sont pas de nous. Ils ont des modes d'organisation et de fonctionnement qui permettent d'envisager toutes ces choses-là. Donc habiter et coopérer, là c'est plutôt sur l'autogestion ultérieure des parties communes et du lieu de vie, donc ça porte sur la gestion de l'immeuble un peu bête et méchante, changer les ampoules, voir comment on gère le ménage, la gestion des charges, voilà un petit peu le travail qu'on relaie parfois à un syndic. Mais l'habitat participatif, c'est aussi des conditions propices au transfert de savoir entre générations. La convergence entre disponibilité et besoin, ça peut être quelque chose d'assez matériel aussi, en disant moi je me sers de ma voiture que 3 jours par semaine. Comme je suis dans un collectif où j'ai bien appris à vivre avec mes voisins, il y a des dispositifs de solidarité ou d'échange qui se mettent en place. Pour les personnes âgées, c'est un cadre de vie rassurant, riche de liens sociaux, de possibilités d'adaptation du logement. Et puis, il y a beaucoup de moments de célébration, de partage et de faire ensemble. Donc, il y a des enjeux pour les politiques publiques sur les projets d'habitat participatif. C'est de dynamiser les vies de quartier. Parce qu'en fait, la capacité d'organisation et de fonctionnement des collectifs, c'est parfois dans certains quartiers intéressant. Ça fait des relais locaux dans des quartiers où parfois il n'y a pas d'association très vivante. C'est des lieux qui sont ouverts sur le quartier. Assez régulièrement, quand il y a des salles communes, elles peuvent être... il y a des projets où c'est même des municipalités qui financent tout ou partie de pièces communes, avec en échange la possibilité de l'utiliser pour des associations. Voilà, il y a une possibilité d'avoir des choses à géométrie assez variable. Et puis des initiatives partagées, des locaux associatifs, du coworking, les AMAP, comme je le disais tout à l'heure. Il y a l'idée de tisser des liens de solidarité entre générations. Donc, pratiquement, la très grande majorité des groupes d'habitants, ils portent l'objectif d'un groupe intergénérationnel. Donc, on parle beaucoup dans les documents d'Urba de mixité générationnelle et de mixité sociale. L'habitat participatif, c'est un processus de projet qui permet vraiment de mettre en place et d'avoir des conditions de mise en place de ce type d'enjeux sociaux. Donc, c'est un enjeu sociétal pour accompagner le vieillissement. Ça peut favoriser le maintien à domicile, j'en parlais tout à l'heure. Et puis, des solidarités de vie au quotidien, qualité de vie, c'est un dispositif dans lequel le vivre ensemble est vraiment mis en place au-delà de l'objet projet immobilier en lui-même. Ça permet une offre de logement abordable. Donc, il y a la possibilité de production de logements aidés en partenariat avec les bailleurs sociaux, SAHLM, qui est assez intéressante. De possibles opérations avec des programmes allant du logement très social à l'accession, c'est-à-dire que c'est un processus de projet dans lequel on peut mixer du locatif ultra-social, du locatif simple, de l'accession sociale à la propriété, de l'accession plus classique. Et on peut même hybrider des projets en BRS avec des projets plus classiques. En fait, la souplesse du collectif et la résilience du collectif permet même d'avoir des montages juridiques assez complexes. On va parler après des types de montage de ce genre de projet. Donc le projet de vivre ensemble, il dépasse la question des niveaux de revenus. Il y a des groupes où il y a des solidarités économiques qui se mettent en place, c'est-à-dire que des personnes qui identifient le fait d'avoir plus de moyens, ils peuvent prendre des quotes-parts plus importants de financement des espaces communs. Mais ça, c'est vraiment
chaque groupe va avoir sa propre couleur, sa philosophie et les choix qu'ils font initialement, qu'ils mettent en place dans la charte dont je parlais, et où ils peuvent faire ce choix de solidarité en disant à un moment il y a un coût financier, une difficulté, un aléa sur chantier. Parfois il y a certains habitants qui choisissent de relayer ceux qui sont déjà très limités en termes de possibilités financières. Et une offre de logement écologique, quand c'est l'habitant qui est au cœur de la réflexion dès le début, les attentes de performance du bâtiment, forcément, elles sont les plus hautes. Donc, ils portent une ambition d'éco-construction dans les projets. L'implication des usagers dans la conception, elle est essentielle pour le bon fonctionnement. Et préparer la gestion ultérieure de son ouvrage, ça permet d'avoir une bonne approche, de bien valider les choix qu'on fait en amont. Une écologie du bâtiment en adéquation avec une écologie des modes de vie, donc on parle de l'écologie humaine dans ce genre de projet. Les principaux montages juridiques qui existent pour les projets d'habitat participatif, donc l'autopromotion, c'est un peu la forme historique, puisque je dis que c'était plutôt à la base des projets qui étaient portés par des groupes de citoyens. Donc l'autopromotion, c'est les habitants sont maîtres d'ouvrage et maîtres d'usage. Pour ça, ils vont monter des sociétés de type SCI, SCIA. Les SCIA, c'est des SCI avec des possibilités d'acquisition, parce qu'il faut qu'il y ait un maître d'ouvrage unique qui porte les projets, bien entendu. On ne va pas rassembler 10 personnes qui vont faire des financements alambiqués, puis il n'est pas possible en fait de faire des constructions sous cette forme-là. Donc ils ont la possibilité sur ces types de sociétés de finir en copropriété si c'est leur choix, mais des fois les collectifs d'habitants ne vont pas dissoudre les SCIA et rester comme ça sous cette entité plus commune. Donc c'est bien approprié l'autopromotion sur des projets pas trop gros, de 3 à 15 logements, parce qu'après ça peut devenir une usine à gaz en termes de montage. Une autre possibilité, c'est de faire un partenariat avec un maître d'ouvrage professionnel. Donc soit, alors c'est le cas de fait quand c'est une collectivité, un bailleur ou un promoteur qui source le projet, il sait qu'il va être maître d'ouvrage. Dans ce cas-là, le groupe d'habitants va être maître d'usage. C'est dans ce genre de cas de figure qu'il est assez facile d'avoir des projets mixtes, location, accession sociale, accession libre. Et les habitants, comme je le disais, sont là maîtres d'usage et ils signent une convention avec le maître d'ouvrage qui va bien régir les limites de la participation des habitants dans le projet. Voilà, c'est quelque chose d'assez important dans les deux sens, parce qu'il y a des projets de promotion qui sortent maintenant qui sont indiqués comme projets d'habitat participatif, mais en fait, c'est plus des projets où on dit aux gens, il y a une salle commune que vous pourrez utiliser. Là, c'est pas un choix du groupe qui dit on veut une salle commune. C'est plus voilà, c'est bien qu'il y ait une convention, que les habitants soient là assez en amont. Alors, il n'est pas toujours nécessaire d'avoir tous les habitants en démarrage de projet. Quand c'est les collectivités ou les bailleurs sociaux qui flèchent des projets, on peut commencer un projet avec, on va dire, la moitié des foyers. Et après, il y a des foyers qui seront cooptés en cours de route et qui vont intégrer le projet petit à petit. Il faut quand même un nombre suffisant d'habitants pour que ça puisse démarrer. Et le troisième type de montage, c'est la coopérative d'habitants. Donc ça implique le montage d'une société coopérative par les futurs habitants. Elle peut fonctionner en autopromotion ou recourir à un maître d'ouvrage professionnel. C'est la coopérative qui emprunte, elle est propriétaire des logements qu'elle loue à ses coopérateurs. C'est-à-dire que les habitants, ils vont être coopérateurs, ils auront des parts sociales de la coopérative, ils vont payer un loyer. C'est un choix assez militant de la coopérative, parce que c'est la propriété collective. Et les groupes qui vont recourir au dispositif coopératif, souvent, c'est des groupes qui sont plutôt anti-spéculation, qui ont intégré l'idée qu'ils ne transmettraient pas un patrimoine qui a pris de la valeur au fil des années à leurs enfants. C'est vraiment un choix spécifique. Donc là, ça suppose un collectif d'habitants très impliqué, animé par cette volonté-là. Donc, la thématique et les étapes d'un projet d'habitat participatif, donc je ne vais pas tout sous-détailler parce que c'est un peu roboratif, mais on va travailler dans l'accompagnement de projets d'habitat participatif sur ces 4 angles avec le groupe d'habitat. C'est l'organisation, la gouvernance partagée, c'est comment le groupe s'organise, comment on les fait fonctionner ensemble. En fait,
quand je fais de l'accompagnement de groupes d'habitat participatif, je ne suis pas maître d'œuvre du projet. Je ne pourrais pas être architecte et en même temps accompagnatrice parce que je serais très vite en conflit d'intérêts. Et par contre, je ne fais pas d'arbitrage, c'est-à-dire que je suis au service du collectif d'habitants et je leur donne des outils pour. Il y a des moments qui sont des facilitations d'intelligence collective dans l'organisation et la gouvernance partagée. C'est ça, on les aide à définir leurs besoins. En fait, l'étape 0 d'un collectif d'habitants, c'est de leur apprendre à passer du je au nous. Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je veux pour nous? Et ça, on a des outils de facilitation pour vraiment... Parce que l'objectif, c'est d'avoir un collectif résilient qui parle d'une voix. Si on va faire un projet de 10 foyers, c'est pas d'avoir 10 personnes qui disent sans arrêt « je veux ça, non, moi je veux pas ». Ces discussions, ils les ont à l'intérieur du collectif, ils les structurent en amont. Il y a même des outils de gestion de conflits, parce qu'il y a des conflits et ils sont nécessaires. Voilà, vraiment, l'accompagnement, il va reposer sur ces dynamiques-là. Il y a tout le volet économie et gestion. En fait, l'idée, c'est que chaque habitant va monter en compétence sur tous les sujets, à la fois humains, immobiliers, économiques, social de leur projet. Donc, on fait beaucoup d'acculturation. On leur explique toutes les étapes d'un projet architectural. On les explique comment c'est composé un bilan d'opération, comment on lit un bilan d'opération. Pour qu'au moment où ils aient des choix à faire, ils soient en pleine connaissance de bouger telle chose à tel endroit, ça a telle répercussion, tel impact financier, tel impact sur des instructions de demande d'autorisation d'urbanisme. Et du coup, ils sont en capacité de prendre des décisions éclairées. Le projet social, c'est l'inscription dans la solidarité, c'est comment on va vivre ensemble aussi ultérieurement. L'intégration des problématiques d'accessibilité, de dépendance, d'évolutivité, d'éventuelles pertes d'autonomie, de ce type de sujet. Et bien sûr, l'architecture et l'environnement, c'est le projet architectural en lui-même, son intégration dans un site, ils seront intégrés dans la démarche. Je vais passer à la diapo suivante. Ça, c'est les grandes étapes de projet. Donc, l'étape 0, elle existe quand le projet est fléché, est propulsé par une collectivité ou un professionnel, un bailleur ou un promoteur. Là, la collectivité ou le bailleur qui va monter ce projet, il va faire un projet cadre, il va définir les contours du projet, les grandes approches programmatiques, les étapes. Ce projet cadre, il va permettre de faire un lancement public de projet avec un appel à manifestation d'intérêt ou un appel à projet, où là on va rechercher les habitants. Et la première étape, ce sera la constitution du groupe. Donc cette première étape, quand le groupe il est d'émergence citoyenne, en général, il n'y a pas l'étape 0, on commence tout de suite à l'étape 1. Et les architectes, ils arrivent qu'à l'étape 2. C'est-à-dire qu'avant qu'on puisse faire de la conception avec des équipes de maîtrise d'œuvre, il faut avoir constitué le groupe, qu'il ait fait sa raison d'être, qu'il ait appris à fonctionner ensemble et qu'il soit assez résilient pour parler d'une voix unique. Donc ensuite, il devient un collectif d'études. C'est plus 10 personnes, c'est un collectif d'études. Ensuite, il y a les études de conception classiques d'un projet immobilier. Alors, les habitants vont être associés aux étapes de conception. Donc, pour les architectes, il va falloir faire des ateliers participatifs. On travaille avec Habitat Participatif France. Moi, je suis dans un groupe de travail sur le plaidoyer où on travaille avec l'Ordre des architectes pour mettre en place une mission complémentaire, comme il y a des missions PC, comme il y a des missions qui prévoient la rémunération de ce temps additionnel à passer avec les habitants pour vraiment qu'ils soient impliqués dans l'élaboration du projet. Après, les règles du jeu, elles sont aussi fixées avec la maîtrise d'œuvre, parce que ça ne peut pas durer 10 ans d'aller-retour. Il y a une dimension, le collectif parle d'une voix commune, eux ils vont repartir faire des réunions collectives après les réunions avec les architectes pour prendre des décisions et pouvoir faire un retour de voix unique, ce n'est pas des grands débats sans fin. Et il y a aussi la possibilité de personnalisation des logements où là, après les phases esquisses, il y a la possibilité d'un ou deux rendez-vous avec chaque foyer pour ajuster, suivant leurs besoins, ce qu'ils souhaitent au niveau de leur logement individuel. Donc, une fois que toute la programmation, la conception est finalisée, il y a la phase travaux. Là, en général, les habitants sont plus très présents. Ils viennent faire des visites de chantier parce que je pense que c'est bien qu'ils voient leur projet se construire, avancer. Ils sont invités en réunion, ils n'interviennent pas, le projet a été validé, il avance.
Ils profitent de ce temps-là pour préparer la gestion ultérieure de leurs biens. Et la dernière étape, c'est habiter pour eux. C'est là que l'aventure commence dans le vivre ensemble, sur leur beau projet. Quelques diapos très rapides sur l'habitat participatif en PACA. Alors on est plutôt dans les régions un peu à la traîne sur le nombre de projets, le développement de projets. En région PACA, il y a à peu près 40 projets recensés, une dizaine qui sont des projets livrés, qui sont tous en autopromotion. En ce moment, il y a une vingtaine de projets. Alors, je pense qu'il y a plus de projets aujourd'hui. Cette diapo, elle a 1 an ou 2. Et je pense qu'Habitat Participatif France, ils sont en train de mettre à jour les données là-dessus. Donc, il y a peut-être un peu plus de projets que ça. Donc, on voit que c'est quand même une innovation sociale qui est émergente par rapport au nombre de projets construits. Le nombre de projets en participatif, il est assez faible. Mais c'est vraiment une démarche que je trouve intéressante et qui est en train de se développer. Donc, il y en a une vingtaine de projets, certaines portées par des bailleurs avec du logement social, 2 en centre-ville dense, ça c'est à Marseille, avec des collègues qui sont accompagnateurs, qui sont sur Marseille et Forcalquier, qui suivent ces projets-là, avec des bailleurs sociaux. Donc, 3 exemples très rapides de projets qui existent dans les Alpes-Maritimes. Donc, il y a Edina, ça c'est une famille qui a lancé ce projet à Biot. Ils ont fait un petit îlot, je pense qu'ils ont monté ça comme un lotissement. Ils habitent dans ce projet depuis 2013, ils ont fait des logements. Alors, il n'y a pas de regard sur la qualité architecturale, c'est juste pour montrer la diversité des types de projets qui peut exister. Je crois qu'il y a un logement qui s'est libéré en 10 ans. En fait, il n'y a pas beaucoup de turnover dans les projets d'habitat participatif, parce que les gens ils sont plutôt bien dans leur logement. En fait. Ça, c'est un projet qui est en cours de construction. Ce n'est pas dans les Alpes-Maritimes, c'est au Canet des Morts, dans le Var. C'est un éco-habitat groupé. Ça, c'est un projet en autopromotion, où c'est des maisons bioclimatiques en bande. Donc, il y a 2 fois 5 logements et 1 fois 4. Donc, il y a déjà une tranche construite et ils sont en train de construire la 2e tranche. Il y en aura une 3e. Je pense qu'ils seront en recherche d'habitants sur ce projet. Donc c'est un peu un bout de jardin dans la maison. Là, on est plus sur du périurbain avec un grand espace de jardin partagé. Et je travaille en ce moment avec le bailleur social Unicil sur un immeuble restructuré dans le centre historique de Grasse. On est en recherche d'habitants. Et là, c'est de l'accession sociale à la propriété. Donc il y aura 6 foyers. Donc c'est l'immeuble du fond entre les deux, là, qui est en cours de restructuration lourde. Donc là, pour l'instant, c'est la SPL de Grasse qui suit la restructuration lourde en clos couvert de l'immeuble. Et le bailleur va racheter l'immeuble dans cet état-là et porter tout le second œuvre. Donc là, on est en train de faire des réunions publiques. On travaille beaucoup avec des associations pour trouver des habitants. Donc il y aura 6 logements type T2, T3 dans cet immeuble. Il y a des terrasses sur le toit, mais là, on est vraiment dans un contexte de centre urbain. Donc c'est vraiment des projets qu'on peut monter dans tout type de site. C'est vraiment la démarche de projet qui prévaut. Donc voilà, ça c'est l'image de Mascobado à Montpellier. Ils ont l'air plutôt heureux, les gens en habitat participatif. Voilà, j'ai un peu cavalé, mais du coup, je suis à vos dispositions pour échanger sur le sujet, répondre à des questions. Merci. Vous avez un retour dans le temps, enfin, je veux dire, parce que à la livraison, on se doute bien que tout est merveilleux, les gens y vont habiter. Ouais. Il y a des projets qui datent de 2010, Mascobado, ça doit être ça fait peut-être 8 et 10 ans qu'ils habitent sur site, et ils ont des listes d'attente de 40 personnes, à 50 personnes pour intégrer des logements. Les logements sont assez qualitatifs en règle générale, puisque c'est les habitants qui ont décidé un peu des contours. Je pense que quand les habitants ont passé toutes les étapes du montage, de l'expérience d'un collectif, habiter, c'est pas le plus dur. Non, c'est s'entendre, moi je pense, mais après... Mais en fait, ça, c'est là où je pense que le rôle d'un accompagnateur, il est important dans les projets, parce que les collectifs qui ne sont pas accompagnés, ils restent assez longtemps dans ce qu'on appelle la lune de miel, c'est-à-dire qu'on veut être adopté par les autres, donc on ne va jamais sur les sujets difficiles, l'économie, les choses sur lesquelles on ne serait pas d'accord. J'ai fait 2 diagnostics de groupe sur des groupes dans les Alpes-Maritimes,
Et en fait, ils n'arrivaient pas à avancer parce qu'ils évitaient précautionneusement tous les sujets un peu difficiles. Et du coup, il y a un moment où il faut mettre les mains dans le moteur. Et c'est pour ça aussi moi, j'ai fait une formation à la communication non violente pour avoir des outils un peu de gestion de conflits. Alors, je ne m'en mêle pas, mais on peut les acculturer à ces outils-là ou leur conseiller par moment d'aller sur ce genre de choses. Ça marche plutôt bien. C'est vrai que ça peut poser la question à très long terme de comment ça se passe. Je vois le lavoir du Buisson Saint-Louis, il existe depuis les années 70, le projet, ils n'ont pas de problème. Ils ont aussi une liste d'attente d'habitants qui veulent intégrer le projet. C'est plutôt sur le système des coopératives, parce que le reste, ça apparaît assez... Les coopératives, alors en fait, souvent, dans leur charte, les habitants, ils vont mettre les critères de cooptation des futurs habitants. C'est-à-dire que si vous voulez habiter dans ce projet, il va falloir signer la charte et prendre le train en marche comme il est. Et la règle, c'est j'arrive pas, je vais vous dire comment il faut faire, moi j'ai tout compris, on va tout réformer. C'est vraiment de dire, on s'inscrit dans ce projet-là. Et si la coloration, on dit que chaque projet a sa propre couleur en fait. Si la coloration de ce projet-là, elle ne me convient pas, c'est pas le bon projet pour moi en fait. Après, les logements, ils respectent toutes les normes, c'est pas... c'est des logements assez classiques qu'on peut un peu personnaliser. Mais, alors bien sûr, quand c'est du locatif social, la marge de manœuvre des habitants, elle est très limitée. Ils ne vont pas réformer les tailles de logements, ils vont pas, ou alors, ils acceptent le prix de la réversibilité le jour où ils partent. C'est-à-dire que dans leur contrat de location, s'ils veulent ne pas construire certaines cloisons, le jour où ils partent, il faut le faire. Ils savent qu'ils auront 2 000 € à dépenser, 1 000 €, je ne sais pas combien, pour que le logement soit conforme in fine. Ça arrive sur la question que je voulais poser. Ouais. C'était quelle est la part d'investissement donc participatif au niveau de la conception des locataires dans le cadre d'opérations mixtes, voilà. Ouais. Parce que ça paraît assez difficile à mixer, comme ça, vu de l'extérieur. Ouais. Donc je voulais savoir si les retours étaient positifs, ont été. Ça marche pas trop mal. Parce que, alors, le groupe, non mais ce que je veux dire pas trop mal, c'est que c'est ce que je viens de dire sur la personnalisation d'un logement. Quelqu'un qui va être locataire, il n'aura pas les mêmes latitudes que quelqu'un qui va être accédant. Par contre, le groupe, il va choisir des sujets sur lesquels ils peuvent, en général, ils disent une personne, une voix. Donc, le locataire, quand il y a des votes et des arbitrages à faire, il peut participer aux prises de décision. D'ailleurs, je dis vote, c'est un très mauvais exemple, parce que souvent, ils prennent des décisions au consentement. On est dans les mécaniques de gouvernance partagée pour les décisions les plus importantes. Et lorsqu'ils arrivent en cours de processus, ou quasiment à la fin, comment ils sont cooptés, on va dire. Ça, le groupe, dans les règles du jeu que le groupe va se construire au démarrage, ils vont identifier la marge de manœuvre qu'a un arrivant en cours de projet. En général, la règle qu'ils choisissent pour pas que le projet dure 20 ans avant l'emménagement, c'est de dire « je prends le projet là où il est quand j'arrive ». Donc ça veut dire que toutes les décisions qui ont été prises avant mon arrivée, je les accepte et je prends le train en marche en fait. Donc plus une personne va arriver tôt, plus elle va participer à des décisions sur la poursuite du projet, plus elle va arriver tard, plus il faudra qu'elle soit en adéquation avec le projet dans la forme qu'il a. On peut imaginer quelqu'un qui arrive très tard, il aura peut-être des latitudes sur la personnalisation de son logement s'il est accédant, mais sur l'identification, la nature, le coût des espaces communs, il n'y aura pas une très grande marge de manœuvre en fait. Je termine une dernière question sur ce sujet, comme c'est la parole aux autres. C'est quand il s'agit donc de logement à la location, quelle est la part de participation du propriétaire? Parce que qui dit locatif. Ouais, les locatifs en général, c'est pas des placements, c'est les bailleurs sociaux. Ça, parce qu'en fait, ça semble très compliqué. Enfin, quelqu'un qui serait pas propriétaire occupant, à part quelques philanthropes ou des gens qui sont vraiment convaincus par la démarche, ils vont pas s'inscrire dans cette démarche. Le délai de production du logement, il est plus long que d'acheter quelque chose à un promoteur. Donc du coup, il n'y a pas un très grand intérêt à faire un placement sur ce type de projet. Donc en général, la location, ce sera soit si c'est un promoteur qui a dans son patrimoine de biens en location,
soit ça va être avec des bailleurs sociaux plutôt. Donc justement, ma question c'est est-ce que le bailleur justement est sleeping partner ou est-ce qu'il est quel est son niveau d'implication? En général, les locataires sont fléchés. C'est-à-dire qu'on sait déjà qui va habiter dedans. Ouais. D'accord. Voilà. Donc il y a des possibilités d'ajuster les commissions d'attribution de logement pour que les gens qui s'impliquent en amont dans le projet ne se retrouvent pas, parce qu'habituellement avec les bailleurs sociaux, les commissions d'attribution de logement, elles ont lieu 1 mois avant les emménagements. Là, ils vont travailler 12 mois, 18 mois. Sur un projet neuf, le temps d'un projet, c'est 3 à 5 ans. Là, le projet de Grasse, comme l'immeuble existe déjà, ils vont pouvoir aménager à l'automne 2025. C'est très court pour un projet participatif. Mais ils ne pourront pas pousser les murs. Donc voilà, il y a un peu des ajustements. Mais le fait que ce soit les habitants qui soient dans le groupe, c'est assez permissif au final. Dès lors qu'ils savent bien fonctionner en collectif. Je ne sais pas si c'était clair. Très clair. Merci. Vous avez des questions? Oui, dans la région, vous dites qu'on est à Salle-d'Après, vous avez commencé à expliquer une raison potentielle pour expliquer ça, le coût de l'accessibilité au foncier. Je pense Est-ce qu'il y a d'autres freins? Parce que vous dites qu'il y a 40 personnes qui attendent sur un projet. Oui, ça c'est à Montpellier. À Montpellier, d'accord. Ouais. Mais si ça plaît autant, comment est-ce que ça se fait qu'on n'en voit pas plus? Vous dites qu'il y a 40 projets recensés en place, c'est pas énorme. En fait, là, je vois le bailleur qui porte le projet à Grasse, c'est quelqu'un qui fait déjà un peu ça à Marseille. Donc, ils savent déjà que ce dispositif existe et qu'il fonctionne. On avait enclenché un projet avec la métropole de Nice et Côte d'Azur Habitat, qui était assez intéressé par la démarche. Le projet s'est arrêté en cours de route pour des raisons financières. C'était dans le quartier Cessol, la requalification d'anciennes maisons niçoises pour faire comme ça 7-8 logements. Et le problème, c'est que le foncier avait été acquis très cher et que en fait, l'état du bâti était extrêmement mauvais. Il fallait quasiment démolir, reconstruire. Le projet n'était pas viable financièrement. Donc du coup, le projet s'est arrêté en route. Mais voilà, sinon, je pense que oui, le foncier, c'est une grosse raison. C'est pour ça que je pense que dans la région et principalement dans le département, faire du plaidoyer auprès des collectivités et des bailleurs sociaux, c'est bien parce que si des projets sortent, ils auront une valeur démonstrative et démonstratrice plutôt, de dire voilà, ça existe, ça fonctionne bien. Il y a des subventions avec l'ANCT sur le développement de ce genre de projet dans les PRU, dans les zones en rue, dans les quartiers un peu difficiles. Là, il y a un appel à manifestation d'intérêt sur le sujet habitat senior aussi. Parce que c'est moi, autour de moi, j'ai énormément de gens qui disent tout sauf l'EHPAD. Commencer par mes parents, par exemple. Et je vois j'ai cofondé avec d'autres pères, on est 5, on a cofondé un collectif dans les Alpes-Maritimes pour un peu être plateforme, renseigner les gens, faire des ateliers participatifs, pouvoir faire de la mise en lien, que des gens qui veulent être dans des projets puissent se rencontrer aussi, parce que c'est comment on rencontre d'autres gens qui ont envie de faire ça. Donc il faut qu'il y ait des relais un peu associatifs pour ce genre de choses. C'est ça, l'impulsion initiale elle est donnée par des gens par exemple, des gens qui ont l'envie, vont sur internet, trouvent des associations. Oui, voilà, mais moi je me rends compte en ayant un peu redynamisé ce collectif que les gens ils se sentent un peu tout seuls perdus, en se disant mais comment je vais rencontrer d'autres gens, donc d'où l'intérêt vraiment de développer des choses en parallèle qui soient un peu des plateformes où je pense qu'on fera dans l'année une bourse au projet parce qu'il y a des groupes projets sur Villeneuve-Loubet, sur Valbonne qui cherchent encore 1 ou 2 foyers en se disant on sera un peu plus résilient si on a un peu plus, voilà, qui ont des projets de ce genre-là. Après, on a des études qui sortent avec la CASA qui pensent que ça peut être un bon sujet pour la redynamisation des communes du moyen pays. Où il y a un peu des centres-villages où finalement il y a des familles qui ont encore des logements qui sont devenus des résidences secondaires, d'autres logements qui sont vides, puis il manque un peu de gamins pour l'école du village. Il y a des gens qui voudraient vivre un peu à la campagne, mais arriver dans un village tout seul, des fois, c'est pas facile. Ils se disent c'est peut-être un bon sujet pour amener un petit groupe résilient, parce qu'on peut se dire qu'à partir de 3 foyers, on est en habitat participatif. Hein, après, il y a des projets beaucoup plus gros, mais c'est le temps de projet, l'organisation du collectif qui est plus lourde. Quoi. Oui. Le projet à Grasse, je n'ai pas trop compris où il y a l'effet
fait participatif, parce que c'est quand même très très encadré. Oui, alors c'est très encadré. Etc. Non, moi je ne vois plus, et on peut pousser un mur de 10 cm par exemple. Oui, mais là, dans ce projet, par exemple, il y a 20 mètres carrés d'espace qui étaient possiblement des box de rangement. Il y a une salle de 18 mètres carrés qui est attachée à aucun logement et il y a 50 ou 60 mètres carrés de terrasse sur le toit. Donc là, l'idée, c'est d'incuber un groupe d'habitants et de leur apprendre à fonctionner en collectif, de leur dire qu'est-ce que vous voulez faire de ces espaces communs. Sous l'immeuble, il y a 2 ateliers qui ne sont pas immenses, mais qui ne sont pas minuscules non plus, qui prennent l'emprise de l'immeuble, qui pour l'instant restent de maîtrise de la SPL de Grasse. Mais on pourrait imaginer qu'un collectif d'habitants qui se dit nous, on est 4 foyers où on télétravaille 3 jours par semaine. Ils pourraient décider de récupérer un des ateliers, de le porter ensemble et de se faire un petit coworking dans cet espace-là. Mais s'ils sont locataires, ça veut dire qu'ils sont... Non, là, c'est de l'accession sociale. Ça, c'est de l'accession sociale. C'est locatif Non, il n'y a pas de locatif. C'est 6 immeubles en accès. Ça va être vendu en VFA en rue. C'est-à-dire en VFA classique avec une TVA à 5,5 puisqu'ils sont en zone en rue. Et le prix de sortie des logements, il n'est pas inintéressant parce que je pense qu'on sera entre 2 000 et 3 000 euros du mètre carré. En rénovation lourde, parce qu'ils vont acheter des appartements qui seront quasiment neufs. Parce que le prix dans le Vieux-Grasse, c'est plutôt 2300, mais dans l'ancien, dans l'état de l'ancien. Donc là, sur du neuf restructuré complètement, c'est pas inintéressant. Et là, l'impulsion, c'est la SPL ou là, c'est Unicil. C'est Unicil, et finalement, la SPL et la ville de Grasse, et même la CAPG, ont dit c'est intéressant, on vous suit, on prête des locaux pour faire les réunions. Voilà, ils ont mis des moyens à dispo pour aider le projet. En se disant, c'est démonstrateur, donc ça nous intéresse. Vous avez remarqué où j'ai rencontré le logement participatif, c'était en Autriche, j'ai fait mes études à Vienne. Et là, quand j'ai fait mes études, ça fait maintenant un certain temps, et c'était toujours très, très inspirant et c'était très, très beau à voir. Et j'ai entendu aussi parler, parce que c'était, je pense, un groupe de jeunes adultes avec des enfants, ça veut dire de la même génération, après ça vieillit ensemble, mais les enfants voudraient aménager là-dedans, mais il n'y a pas de place parce que les parents qui ont créé ça, ils ne vont pas sortir non plus. Ça veut dire, il faut qu'ils fassent leur propre projet ailleurs. Exactement. Et après, j'ai vu récemment, un peu plus récent, peut-être 5 ans ou 7 ans, c'était des collectifs des femmes, c'était que des à Paris? Non, Vienne aussi. C'était que des femmes qui pouvaient être locataires. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui peuvent habiter, mais c'est pas eux qui tiennent le contrat. Et j'étais à la fête et il y a un tel dynamisme, c'est incroyable. Les gens sont tellement engagés dans la musique, ils mangent, ils font la cuisine, tout le monde et c'est vraiment très Mais après, c'est vraiment, là aussi, c'est vraiment identifié par chaque groupe. C'est-à-dire où est-ce que moi, au sein, c'est pour ça que les habitants, ils naviguent vraiment du jeu au nous. C'est où est-ce que moi, je positionne l'intimité. Les familles avec enfants, pour eux, l'intimité, c'est la porte de la chambre ou de la salle de bain. Et puis la porte d'entrée de l'appartement, elle reste ouverte, fermée. Les gosses, ils rentrent, ils sortent, ils vivent leur vie. Il y a des gens pour qui l'intimité, c'est la porte de chez eux. Comme on connaît nos voisins et qu'on a identifié comment chacun veut vivre, voilà, les personnes arrivent à se respecter quand même. Ça ne veut pas dire qu'ils ont des difficultés, ils n'ont pas de difficulté de vivre ensemble. Mais ils sont capables de porter les sujets sur la table et de dire qu'est-ce qu'on en fait. Et les temps de célébration, ils font partie des dynamiques, c'est assez sympa. Ouais. Et le coût de l'opération sont les mêmes? Ouais. Ah, pardon. Je me disais, je n'ai pas le son et l'image en même temps. Pardon. Le coût des opérations est contenu, plus cher, moins cher, parce que, étant donné qu'il y a beaucoup de monde qui va réfléchir et faire une position, et j'ai l'impression aussi que non, les temps sont plus longs. Est-ce que le coût de construction, finalement, est contenu ou pas? Alors, le fait d'être en transparence de bilan avec les habitants, alors quand c'est de l'autopromotion, c'est eux qui suivent leur projet, donc ils savent prendre des décisions en disant on voulait ce super isolant, on a un coût économique, et on fait des arbitrages, on repondère le coût,
Ils font des montages financiers où ils prévoient des aléas. Éventuellement, s'ils sont accompagnés, ils ont le coût de l'accompagnement à porter qui est en plus du coût classique. Quand les projets sont portés par un bailleur ou un promoteur, ils enlèvent la ligne commercialisation et ils payent l'accompagnement. Et après, ces coûts, ils sont identifiés pour les habitants. Il n'y a pas de coût caché. On dit combien on est payé pour faire notre boulot. Tous les maillons de la chaîne, tout est clair et transparent en fait. Après, je pense qu'ils sont en capacité de faire des arbitrages à certains moments pour que le projet reste dans l'enveloppe. Et puis, ils vont subir des aléas comme tout le monde sur tout projet s'il y a des aléas qui apparaissent, quoi. Il y a des projets qui ont pris des coups durs avec la hausse du prix des matériaux il y a un an et demi sur l'acier ou le bois. Tout d'un coup, les coûts annoncés, c'était plus du tout les mêmes. Ils ont décidé de moins aménager une salle commune ou de faire des arbitrages dans le projet pour rester cohérent. Moi, ce qui m'intrigue, c'est le retour qu'on peut avoir à la génération 2, 3, 5 habitants. Ouais. Parce que la génération qui a construit ensemble, ils se connaissent, ils ont appris à vivre ensemble. Mais ceux qui arrivent après, est-ce qu'on a un retour sur ce côté participatif en vivre ensemble? Est-ce qu'ils le gardent? Alors, il y a des groupes qui explosent. Faut pas se mentir, c'est pas le monde des bisounours non plus. Il y a des fois la sauce prend plus, ou il y a des choses comme ça. Mais comme en fait les logements, c'est rare que, je sais pas, sur 10 foyers, il va pas y avoir 4 ou 5 logements qui se libèrent en même temps et qui déséquilibreraient la dynamique collective parce que tout d'un coup, il y a la moitié des personnes qui arrivent. Donc du coup, ce dispositif de cooptation, il se met en place. Après, je retourne cette question avec ce que vous disiez. J'ai échangé une fois avec des gens, je pense, qui ont l'âge de mes parents, qui ont monté un projet à Grenoble. C'était 4 cadres qui avaient construit un petit immeuble ensemble. Alors, quand ils ont construit l'immeuble, ils avaient des enfants en bas âge, ils ont des volumes et des tailles de logement. Puis là, il me dit, on est tellement bien et on aime tellement vivre ensemble qu'on est tous ensemble dans nos appartements trop grands. Mais il me dit, par contre, on est une bande de vieux, quoi. Et donc, eux, ils se posent la question de la mutation de ce projet, qu'est-ce qui va se passer après, ils ne savent pas trop encore. Après, ça reste du logement assez classique. Il peut y avoir une décision collective de dire, si c'est une copropriété, on vend le projet à la découpe, mais on peut repasser sur quelque chose de plus classique. Le bien construit reste réel, quoi.